De retour dans Sans Détour, deuxième partie, les amis, Sans Détour, eh bien c'est votre émission diffusée bien entendu sur le 93.6, Radio Bulle, rythme la jeunesse depuis 40 ans, les amis. Merci de votre fidélité. Et puis aussi, on a ouvert, ça y est, notre page YouTube, Radio Bulle officielle, et on diffuse donc sur ce support cette émission en vidéo. Notre invitée aujourd'hui, c'est Madame Joëlle Grasse. Rebonjour Joëlle. Rebonjour Samia. Vous êtes déléguée à l'UNICEF ici à Agen. Oui. Vous y êtes depuis 33 ans. Et oui, j'y suis depuis 1992. J'ai poussé la porte de l'UNICEF et cet engagement m'a plu. Et je suis allée donc à ma première assemblée générale en 1992. Donc elle se déroulait à l'époque à Paris, puisque maintenant on fait une fois en province, une fois à Paris. Et donc ça m'a permis de considérer la structure et de m'engager totalement dans cette association. Alors dans votre parcours, on l'a évoqué en première partie, il y a eu tout de suite ce souci d'accompagner les jeunes publics avec bien entendu cette formation en enseignement, cette vocation. C'est vraiment une vocation, les enfants chez vous? Oui, parce que l'enfance est oui, on peut dire une vocation, puisque j'ai toujours voulu pas améliorer leur monde, mais leur faire prendre conscience qu'ils sont des êtres à part entière dans ce monde-là, et qu'ils ont des droits et qu'il faut qu'ils les apprennent, notamment pour pouvoir les défendre et pour pouvoir participer à tout ce qui fait partie de leur vie. Alors, l'UNICEF, c'est une émanation de l'ONU créée après la Deuxième Guerre mondiale en 1946. Tout à fait, puisque elle a été d'abord dans un premier temps destinée aux enfants d'Europe, au vu de de ce qui s'était passé avec la Seconde Guerre mondiale, et après ça a été étendu à tous les pays du monde, puisque maintenant nous sommes présents dans 190 pays et territoires. Donc en fait, il y a donc la quasi-totalité des pays membres des Nations Unies qui ont adopté la Convention relative aux droits de l'enfant. Eh oui, mais il y a un pays qui ne l'a pas adopté. C'est qui? Et savez-vous qui? Non, non, c'est la question. Les États-Unis. Et pourquoi? C'est un... Eh bien oui, mais ils ont la peine de mort chez eux. Ils ont la peine de mort encore dans certains États des États-Unis, donc ils peuvent pas ratifier la Convention internationale des droits des enfants. En fait, quand on a la peine de mort inscrite dans son droit, oui, c'est antithétique, entre guillemets, c'est un droit. Ça va pas. Non, on n'a pas le droit de tuer un enfant. Mais la peine de mort s'applique aux enfants aux États-Unis? Ah oui, toujours. Waouh! Dans certains États, pas dans tous, hein. Il y a certains États qui l'ont aboli, mais tant que tous les États ne l'auront pas aboli, l'État fédéral ne peut pas. Aux États-Unis, on peut tuer des enfants? Oui, il y a des enfants qui sont dans le couloir de la mort. Souvent, elle est transposée en perpétuité, on va dire, mais malheureusement, la peine de mort est inscrite dans certains États. C'est-à-dire, 16 ans, c'est un enfant? Oui. D'accord, c'est comme ça que vous l'entendez? Oui, ouais, puisque la majorité est à 18 ans. D'accord, ok. Je vois un peu plus clair, mais voilà. Factuellement parlant, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ouais. Eh bien, dis donc, on a encore du chemin à faire. Là, vous m'avez refroidi. Et je crois qu'il y a aussi un autre problème aux États-Unis, c'est pour les filles. Hein. Le mariage, ce qui est le mariage précoce dans certains États du monde, hein, puisque c'est un gros problème, un gros souci à l'heure actuelle pour certains pays, notamment en guerre, où les parents parfois protègent leurs enfants en les mariant précocement comme ça. Voilà, mais c'est pas normal. Mais aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a aussi des mariages précoces pour les jeunes filles, parce que pour pas que un individu soit accusé de viol, etc., les parents, parce que ça ferait tâche, les parents les marient. Et elles n'ont pas droit à la parole. C'est une société schizophrénique, hein, les États-Unis. C'est fou, ils sont tellement en avance sur plein de choses et ils sont en retard sur beaucoup d'autres. Exactement. Bon, on va pas faire qu'un focus sur les États-Unis, même si le siège de l'UNICEF se trouve à l'ONU, c'est ça? À New York, oui. À New York. Puisque c'est une instance de l'ONU, hein, voilà. Et qui est faite pour les enfants les plus vulnérables n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, des enfants en situation de vulnérabilité, on en a en France.
Tout à fait. On en a partout dans le monde. On va déjà peut-être partir de chez nous et puis bien entendu parler en fin d'émission de l'actualité internationale qui est quand même assez préoccupante et interrogeante aussi par rapport aux droits de l'enfant. Vous, au niveau ici national et local, vous travaillez au travers de consultations auprès des jeunes de 6 à 18 ans. Alors déjà, en France, on essaye de faire progresser les droits de l'enfant, notamment auprès des pouvoirs publics. Et donc, il y a ce qu'on appelle, nous, un observatoire, l'Observatoire des droits de l'enfant, qui est porté par UNICEF France et qui permet effectivement de collecter des données sur tout ce qui se passe en France. Auprès des pouvoirs publics, on essaye d'obtenir des avancées, et notamment quand il y a eu les élections législatives, quand il y a les élections présidentielles, on essaye de donner nos rapports de manière à ce que on puisse avancer sur les droits de l'enfant qui sont pas toujours respectés. Et donc l'UNICEF France a lancé ce qu'on appelle des consultations. Alors il y a maintenant elle est tous les 2 ans et il y a un thème chaque année. L'année qui vient de s'écouler, donc l'année 2023, et on vient de faire paraître le rapport le 20 novembre, Journée internationale des droits de l'enfant, c'était la pauvreté. Voilà, combien il y a d'enfants. Il faut savoir qu'il y a 3 millions d'enfants en situation de pauvreté en France. Et voilà. Et chaque année, on fait avec la Fédération des acteurs de la solidarité, on fait paraître un rapport sur le nombre d'enfants qui vivent sans hébergement en France. Alors, justement, j'allais venir, parce que j'aime bien être un peu précise. Quels sont les critères entre guillemets aujourd'hui pour dire qu'un enfant est reconnu comme étant en situation de pauvreté en France? Alors, les critères qui permettent ce qu'a mis en évidence, donc c'est déjà les critères, c'est les mêmes que partout dans le monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont par rapport à leur pays, c'est-à-dire à la situation économique du pays, de quoi ils peuvent manquer, le logement, par exemple, aller à l'école, est-ce que ça pose des problèmes, ce qu'ils mangent chez eux, etc. Et donc la consultation là a bien montré que les enfants sont ce qui les marque le plus, c'est les privations. Alors ça peut être la privation d'un lieu pour travailler, la privation de nourriture, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une proportion d'enfants de plus de 20% qui n'ont pas 3 repas chez eux par jour. Donc la privation, oui, un peu plus de 20%. Donc la privation, le rejet social, c'est-à-dire ils sont discriminés et mais on le voit, ça va très vite dans les cours de récréation. Enfin, voilà, moi je suis maman et je vois un petit peu les échos que j'ai de la façon dont les enfants peuvent réagir. Et c'est vrai que ça peut être intraitable, quoi. Ça peut aller très vite. Et en plus, ça les met en situation d'échec. Et on voit qu'en plus, ils les cumulent. C'est-à-dire qu'il y a une proportion importante d'enfants qui les cumulent. Et justement, ça nous amène à cette deuxième consultation qui va arriver en septembre 2025 sur la santé mentale. Voilà, parce qu'on avait eu un conseil des jeunes qui avait, depuis la Covid, et le conseil des jeunes avait travaillé sur la santé mentale, et on s'aperçoit que c'est un gros souci à l'heure actuelle. Et donc, il a été décidé de faire donc une consultation, de poser des questions aux enfants. Donc, c'est les 6-18 ans. Pour voir comment ils appréhendent ce fait-là et qu'est-ce qui les met en difficulté, de manière à pouvoir améliorer leurs conditions et faire toujours pareil, pression auprès des pouvoirs publics pour qu'ils avancent sur ce droit à la santé et qui les met en échec dans pas mal d'éléments. Il faut savoir que le suicide est une des premières causes de mortalité, souvent en France, des jeunes. J'allais justement y venir sur ces données récoltées au terme de ces consultations. Vous les faites remonter au niveau des
des cœurs de décision ici en France? Oui, tout à fait, puisqu'il y a une commission au Parlement qui est sur les droits de l'enfant, qui a été instituée depuis le mandat 2022. On voudrait qu'elle est pas au Parlement, elle est à l'Assemblée nationale. On voudrait que le Sénat s'en empare de manière à pouvoir discuter. Que les deux chambres puissent en discuter. Il faut savoir que notre présidente avec un collectif de 40 associations a mis en avant que le nouveau gouvernement n'avait rien sur l'enfance. Elle met en avant que le Haut Commissariat, avec ses associations aussi, n'est pas forcément ce qui est le mieux, puisque quel pouvoir va-t-il avoir, notamment un ministère de l'enfance, ce serait mieux, et de faire de la transversalité. Un ministère de l'enfance, oui, parce que là aujourd'hui on a quoi? On a l'éducation nationale, on a le ministère de la santé, enfin ils sont tous isolés. Voilà. Et vous aviez dans le précédent gouvernement, vous aviez un ministère de la petite enfance, mais que de la petite enfance, et c'est pas suffisant. L'enfant, c'est de la naissance à on va dire 18 ans, voilà. Et ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes aussi participent plus activement, qu'on les écoute. C'est-à-dire qu'ils aient le droit la participation des jeunes, pour nous, est très, très, très importante. Et nous, au comité national, donc, nous avons ce qu'on appelle une commission jeune, qui fait partie de la gouvernance de l'UNICEF, puisqu'elle est présente au conseil d'administration. On va la faire se saisir de problématiques. Là, il y a eu une problématique qui a été TikTok et les jeunes. Et par contre, ils peuvent aussi interpeller le conseil d'administration sur des problématiques qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, l'instabilité politique à laquelle on assiste avec les successions de gouvernements. Alors c'est une émission, les amis, qui est enregistrée alors que François Bayrou doit faire sa déclaration de politique générale cet après-midi. Voilà, je vous le dis. Donc on ne sait pas où on en sera exactement le jour de la diffusion, mais voilà, cette instabilité politique, elle va pas forcément favoriser aujourd'hui l'émergence d'un ministère de l'enfance. Mais elle met en danger. Alors, l'instabilité politique met en plus en danger des chantiers qui avaient été initiés, comme le pacte des solidarités, où il y avait des choses qui étaient faites pour les jeunes et les enfants. Et donc ça, tout est arrêté. C'est des travaux qui sont interrompus. Tout est arrêté. Et dans plein de domaines, on avait quelqu'un chez Radio Bulle qui parlait du frelon asiatique. C'est tout bête, mais pareil, ils avaient ouvert un travail à l'Assemblée nationale et qui a dû être interrompu du fait de la dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Donc là, on patauge sans vouloir faire de politique, mais c'est vrai que ça met vraiment un frein à l'action des associations. Notamment. Voilà, on parlait nous tout à l'heure de faire pression sur les pouvoirs publics. Chaque fois qu'il y a des élections législatives ou présidentielle par exemple, ou municipale, quelle qu'elle soit, on interpelle les politiques avec des recommandations. Et pour les élections législatives de 2022, ça avait été fait, et quand il y a eu la dissolution, on a mis en garde en disant qu'on allait régresser. Il va y avoir les municipales dans pas longtemps. Est-ce que vous avez l'intention ici, au niveau de l'UNICEF, peut-être au niveau de la commune ou du département, en tout cas, il va y avoir pas mal de communes qui vont forcément changer de maire. Est-ce que vous avez l'intention d'interpeller certains maires de certaines communes? C'est demain, c'est en 2026, ça va aller vite. Oui, normalement on le fait, mais que quand les listes sont créées, de manière à pouvoir interpeller et sensibiliser tous les conseillers municipaux. Ça va se passer, au bout d'un moment, les listes vont sortir, ça commence tout doucement, si vous regardez bien la presse locale. Je m'y penche pas trop à l'heure actuelle, parce qu'on a d'autres soucis à l'UNICEF, justement par rapport au national, de pouvoir faire progresser ce genre-là, parce que, puis dans le monde, puisqu'il faut savoir que l'année 2024 a été vraiment très catastrophique pour les enfants dans le monde. Eh bien, on y va, parce qu'il nous reste 2 petites minutes, et j'aimerais quand même qu'on puisse parler de la situation internationale.
nationale. Le droit de l'enfant, il est clairement menacé, voire même écrabouillé. C'est le cas de le dire quand on voit qu'il y a des bâtiments qui tombent sur la tête des enfants. Alors effectivement, plus près de nous, il y a quand même le conflit au Moyen-Orient. Alors, il faut savoir que donc, comme je l'ai dit, aussi, voilà, comme je l'ai dit, l'année 2024 a été catastrophique puisque on voit que il y a des résurgences famines, donc il y a les conflits effectivement, mais il y a aussi les famines et le dérèglement climatique. Donc les enfants sont en danger partout. Vous parliez du Moyen-Orient. Donc on va parler Gaza, Cisjordanie. Non mais sans pour dire, voilà. pour expliquer aux gens la situation. Il faut savoir que parce que les enfants c'est l'avenir. On doit leur construire un monde meilleur. C'est le but de l'UNICEF. Donc là, quand on parle des enfants il faut savoir que à Gaza, dans les 9 premiers mois de l'année, il y a eu plus de décès qu'en Ukraine dans l'année 2023. Donc ça prouve que sans rentrer dans le cœur du sujet, c'est un fait établi pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de décès. Donc je vous laisse penser le bilan qu'on va avoir pour 2024. Et c'est catastrophique pour l'UNICEF qui a pour objectif d'agir pour le développement, mais aussi dans les situations d'urgence humanitaire. Voilà. Là, on est sur une situation d'urgence humanitaire et pourtant, l'aide humanitaire ne parvient plus dans Gaza. Voilà, puisqu'il n'y a que 63 camions qui peuvent pénétrer. Et c'est une catastrophe. Mais vous voyez, on parlait de la famine, donc on va déplacer le Soudan. C'est catastrophique. On va revenir. Plus du Soudan, voilà, c'est une urgence oubliée. Il y a beaucoup trop de déplacés, tous les enfants qui sont déplacés. Ils sont dans des camps de réfugiés. Quelle protection peuvent-ils avoir? Est-ce que vous, au Soudan, pour l'exemple, vous arrivez à acheminer l'aide humanitaire nécessaire? On y arrive puisque on fait avec ce qu'on appelle nous le pen peanut, qui est une nourriture que l'on donne aux enfants. Ouais. Et donc on y est. Il faut savoir que l'UNICEF travaille avec des ONG sur place. C'est-à-dire que en situation d'urgence, on n'est pas tout seul. Voilà. Si vous voulez, on donne notre expertise. Et on a le premier entrepôt du monde pour l'urgence. Voilà. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, parce que le temps presse, et puis on aura peut-être l'occasion de se revoir sur une émission, est-ce que après 33 ans d'action chez l'UNICEF, quand on est face à ce genre pas de conclusion, mais en tout cas, on dresse un bilan. Est-ce qu'on n'est pas un peu découragé par moment? On parle du Soudan, on parle de Gaza, on parle de l'Ukraine, il y a des territoires de guerre un peu partout. Jusqu'à présent, on n'est pas découragé parce que ça avait progressé. Oui. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que l'année 2024, depuis 2022, 2023, 2024, les situations les enfants sont dans des situations plus que précaires. Quelle génération donne-t-on? On n'a pas parlé du changement climatique, mais quand on voit les catastrophes naturelles au Bangladesh, les famines, elles vont se développer puisqu'ils peuvent plus. Donc non, parce que on est toujours plein d'espoir, on espère récolter des dons. Vous voyez, cette année, nous avons fait une campagne en France par rapport à l'éducation. Je renvoie les gens sur le site unicef.fr parce qu'ils vont voir toutes nos actions. Ouais. On explique bien à quoi servent les kits d'urgence. Ouais. Et on peut choisir l'urgence qu'on a envie, c'est-à-dire on vous explique ce que vous donnez, ce que ça implique pour l'enfant. Et donc cette année, c'était l'éducation. Les journées bleues, pour nous, en fin d'année, c'est très important. Mais on peut donner tout au long de l'année. On va mettre le petit lien du site internet pour que nos amis puissent s'y rendre. Si on veut devenir bénévole ici à Agen avec l'UNICEF, on vient vous voir, c'est ça Joëlle? Alors, soit on vient nous voir, soit effectivement on va sur le site d'UNICEF France, on met comment agir et on voit qu'il y a effectivement devenir bénévole et on vous renvoie vers votre comité local. Voilà.
Et nous, par contre, quand l'adhésion est prise, par exemple, ou si vous êtes sur le site bénévolat, vous venez nous voir et on discute et on vous intègre, on vous explique ce qu'est l'UNICEF. Et justement, il y a l'UNICEF, on a créé maintenant une grande plateforme qui vous permet de vous former et d'être sensibilisé et de voir ce que vous pouvez faire, parce que vous pouvez faire des tas de choses chez nous pour aider les enfants. Merci beaucoup Joëlle Grasse. Vous avez démontré que rien ne vous décourage. Vous êtes dans l'action, vous êtes une force vive du territoire, une vraie Agenaise. Ça nous fait vraiment plaisir. Vous n'avez jamais vraiment quitté Agen. Non. Voilà. Et bien, merci beaucoup pour cette belle émission. Et bien, merci à vous, Samia, de m'avoir invité. Avec plaisir, les amis, on se retrouve très très vite sur Radio Bulle, bien entendu, et puis ici sur la chaîne Radio Bulle officielle pour votre émission Sans détour. À très vite.